Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce supplément week-end sur TV8 Mont-Blanc, supplément week-end que nous allons passer pendant les 26 minutes qui viennent avec Thierry Hermann. Thierry Hermann, bonjour. Bonjour Gilles. Merci de nous avoir rejoints. Alors, petite présentation de Thierry Hermann. C'est vrai que vous avez deux personnalités, deux facettes en quelque sorte. Une discrète qui concerne le monde des affaires, on va en parler. Et puis une autre beaucoup plus extravertie qui concerne évidemment l'art, en particulier l'art contemporain, puisque vous êtes plein de choses, mais aussi plasticien. Et ça nous amènera à parler tout à l'heure de quelque chose qui va sûrement vous mettre la puce à l'oreille, c'est la demeure du chaos, qui fait tant de bruit. Alors tant de bruit car beaucoup l'apprécient, beaucoup l'admirent, beaucoup la dénigrent également. Et du coup, voilà, tout le monde en parle. C'est peut-être un petit peu le but recherché. Enfin, on verra ça tout à l'heure. C'est le statut de retard. Dans la deuxième partie de cette émission. Thierry Hermann, alors fondateur du groupe Serveur. Groupe Serveur est spécialisé dans les bases de données juridiques et économiques. Alors, vous êtes pionnier d'Internet, c'est-à-dire qu'en France, en tout cas, avant quasiment tous les autres, avant la connexion de France Télécom, avant même France Télécom. Voilà, nous avons été le premier provider français en 1987, où on s'est connecté sur le backbone de Sophia Antipolis, entre Washington et Sophia Antipolis, et donc on a été le premier provider professionnel en France. Alors, un petit mot sur le groupe Serveur, pour nous présenter justement. Le groupe Serveur est présent dans le monde entier. C'est énorme, en fait. Voilà, c'est un groupe qui est présent dans le monde entier, qui est surtout basé sur l'industrie de la connaissance. C'est-à-dire qu'on a utilisé Internet pour diffuser des données scientifiques, des données médicales, des données juridiques, des données judiciaires dans le monde entier. Et le groupe Serveur, entre autres, a touché Darkprice, qui est le leader mondial de l'information, qui lui aussi diffuse. Nous sommes cotés au marché réglementé. Et donc le groupe Serveur, c'est en même temps une histoire entre le vieux monde et le nouveau monde. Nous avons par exemple une salle de bibliothèque qui fait près de 300 000 manuscrits, entre autres sur le marché de l'art, que nous remettons en ligne sur Internet avec les commentaires de nos historiens. Donc il y a toujours cette espèce de mélange entre 18e, 19e, 21e siècle. Thierry Hermann également, 307e, si mes comptes sont bons, fortune française, selon le magazine Challenge. Oui. Ben, certainement, c'est le magazine Challenge qui l'a dit. Ils ont dû vous consulter, absolument, je pense, pour affiner leur... Alors, c'est intéressant, on va parler évidemment, là, si vous le voulez bien, Thierry Hermann, de la crise économique et financière qui touche la planète depuis quelques semaines. Comment se porte le groupe Serveur, justement, qui a déjà subi et réussi à franchir deux crises déjà. La crise de 87, celle de 87, la crise de la bulle Internet également. La bulle Internet a explosé. Bon, il y a eu quand même quelques remaniements, mais le groupe Serveur est toujours là. On a survécu à beaucoup de crises, mais c'est vrai que cette crise-là maintenant est très intéressante. Elle est d'abord tragique. Je crois que c'est la crise de l'Occident. C'est une vraie crise systémique au sens économique du terme, mais c'est en même temps une crise où d'ailleurs, comme par hasard, la plupart des journaux économiques aujourd'hui laissent parler les historiens et les sociologues. C'est mauvais et bon signe à la fois. Ce que je veux dire, c'est une crise où nous autres occidentaux, on doit se remettre en question. Cette crise n'est pas du tout la crise des subprimes, ça c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. C'est une crise immense dans laquelle l'Occident a fait de la cavalerie et a produit plusieurs milliers de fois une richesse qui n'a jamais existé. On n'est qu'au tout début de la crise, et je crois que c'est vraiment aussi la crise de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, du plus humble au plus puissant, il y ait une remise en compte pratiquement de toute sa vie, de son économie, de son geste, de son rapport à la planète. Cette crise est immense. Elle va broyer toute une partie du XXIe siècle. On en sortira dans 5 ou 10 ans, mais certainement remodelé dans un monde nouveau. Ah, vous avez une vision des choses de cette crise qui est très très pessimiste. Quand on regarde là, juste le jour où nous enregistrons d'ailleurs cette interview, on peut voir que les bourses ont commencé à remonter un petit peu. Correction pathétique. Correction purement pathétique. Nous sommes qu'au début. Alors effectivement, parce qu'il y a la crise financière et puis effectivement on parle de plus en plus de cette crise de l'économie réelle qui, elle, n'a pas tardé à arriver. Quand on voit par exemple des pays scandinaves, quand on voit l'Islande, quand on voit des pays vraiment qui sont adossés, qui sont des pays très solides dans l'Europe du Nord, qui aujourd'hui ont une dégradation de leur note de Moody's pratiquement de judgments, c'est hallucinant. Donc si on regarde vraiment bien les dépêches mondiales actuellement, on n'a jamais vu de toute l'histoire d'ailleurs, le groupe Serveur fait travailler pas mal d'économètres, on a un département d'études et de statistiques, donc on est bien placé pour le savoir. On n'a jamais modélisé une crise d'une telle ampleur. Souvenez-vous la crise de Mexico. Celle de 29, elle était pas mal déjà. Justement, celle de 29 était presque saine. Elle était presque saine parce qu'elle avait encore une macroéconomie, une lisibilité. Cette crise aujourd'hui, elle est beaucoup plus grave parce que c'est un peu la fin de l'homme blanc. C'est l'essoufflement total d'un Occident qui a usé et abusé d'un système. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une grille chaotique qu'on a actuellement. C'est intéressant d'en parler avec vous parce que ça fait longtemps que vous dénoncez, ou en tout cas que vous annoncez l'arrivée imminente de ce mur dans lequel on vient d'entrer quelque part. On avait eu l'occasion d'en parler lorsque, pour TV8 Mont-Blanc et pour le magazine Bienvenue sur Terre, on avait été vous rendre visite à Saint-Romain au Mont-d'Or pour découvrir cette fameuse demeure du chaos. Et même à cette époque, pour vous, c'était une évidence absolue. Qu'est-ce qui pêche alors? Où est le problème? Le problème, c'est qu'on a déjà construit avec une suprématie de l'Occident sur le reste du monde. Il faut bien avouer aujourd'hui qu'une partie, voire même l'histoire du monde, s'inscrit maintenant vers l'Est, aussi bien l'Europe de l'Est, mais encore plus l'Asie du Sud-Est, s'inscrit dans un changement de civilisation, peut-être aussi le crépuscule d'un certain nombre de religions qu'on a connues, pour de nouvelles religions. Il y a tout un ensemble de choses qui bougent énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se mettre autour du table, virer d'abord tous les économistes, et mettre plutôt des sociologues, des ethnologues, des historiens qui reconçoivent un petit peu notre manière de penser, notre manière de regarder, d'imaginer que l'autre n'est pas forcément un pays émergent,
que le pays émergent aujourd'hui détient le savoir, on a un rapport très hegelien à l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esclave a acquis le savoir du maître et domine le maître. Autrement dit, nous qui étions Européens, les maîtres du monde, on est aujourd'hui pratiquement victime de notre orgueil. Voilà. Ça va très très loin comme raisonnement. Alors c'est un rapport de force tout simplement qui est en train de s'inverser, c'est ça? Mais par le fait de la Chine, parce que effectivement pays émergent qui a émergé véritablement. Qui a émergé, qui a aujourd'hui des technologies. Ce qui est surprenant, c'est que quand je vais en Chine, je signe des protocoles de confidentialité car ce sont eux qui détiennent le savoir. Bon, ça ne s'est jamais vu et c'est ça qui est fabuleux de manière très intéressante. Et puis je crois aussi que c'est une faillite aussi du capitalisme anglo-saxon, je l'ai souvent dénoncé, à contrario d'un capitalisme rhénan, allemand, qui est de tradition humaniste. Le capitalisme dans son état pur a explosé. On a le camarade Sarkozy, on a, je reprends les aveux de Chavez, hein, on a Bush, je parle maintenant à mes élèves. Plus pour longtemps. Voilà, mais je parle à mes élèves des États-Unis socialistes d'Amérique, c'est extraordinaire. Je veux dire, de mon vivant, voir ça, c'est remarquable quand même. Donc d'ailleurs, à la demeure, on a pas un magnifique drapeau américain avec l'étoile de Moscou, c'est grandiose. Je veux dire, quand même, on est maintenant devant des scènes historiques. Si on regarde bien ce qui se passe et si on prend un peu le recul, en dehors de tout système politique, on vit des instants extraordinaires. Même Fukuyama, qui pourtant était un historien américain très nationaliste, hein, qui avait décrété la fin de l'histoire, la chute du mur de Berlin, a déclaré la fin d'America Inc. Il dit voilà, nous ne retiendrons que les images de Guantanamo, de ce pays que j'ai tant aimé. Donc on est vraiment aujourd'hui dans des réflexions fortes. Alors qui va payer? Parce que l'addition, elle va tomber, elle a commencé à tomber. La grande inquiétude de la majorité d'entre nous, en tout cas ceux et celles qui ne sont pas extrêmement fortunés, c'est de se dire, bon, bah alors voilà, c'est encore les mêmes qui vont payer, etc. Est-ce que c'est votre analyse? C'est un des travaux qu'on a fait avec les plasticiens de la demeure du Chaos la semaine dernière. Le bûcher des vanités à un prix, camarades. 1800 milliards d'euros pour l'Europe et pratiquement 12 000 milliards sur l'ensemble du globe. La première couverture du Monde titrait 25 000 milliards de dollars partis en fumée, le Monde de samedi matin. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, le bûcher des vanités n'est pas nettoyé à Wall Street et ailleurs. C'est Main Street contre Wall Street. Hein. Et bon, là, ça fait partie effectivement des problèmes de la bourse, auxquels on ne comprend pas beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, le premier. C'est plus que la bourse, c'est un endettement global. Dans ces 25 milliards, effectivement, 25 000 milliards. 25 000 milliards pardon, de dollars, il y a beaucoup d'argent virtuel. Et l'argent virtuel qui disparaît, bon, après tout. Oui, mais c'est l'argent virtuel qui, malheureusement, est adossé à des garanties dans lesquelles vous allez avoir des groupes entiers qui vont sombrer, des épargnants, des gens qui ont leur retraite en bourse, d'où le fait d'ailleurs en France qu'on a eu la sagesse de ne jamais mettre les retraites en bourse, ce qui est une pure folie. Il y a quelque chose qui me gêne quand vous l'avez dit à l'instant, quand vous l'aviez dit aussi lorsqu'on s'était vu à Saint-Romain en Mont-d'Or, c'est de dire que l'Occident vit largement au-dessus de ses moyens. J'ai l'impression que c'est que pour certains, parce que si vous regardez un petit peu les gens qui sont autour de nous en France, par exemple, vous avez quand même une immense majorité de personnes qui vivent, non sûrement pas au-dessus de leurs moyens, et qui vivent pas trop mal, mais pas bien non plus. C'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même une certaine élite qui vit au-dessus de ses moyens, notamment une élite parisienne, qui vit au-dessus de ses moyens et qui surtout est aveugle du temps qui passe. Je crois qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des responsables économiques, responsables politiques, responsables financiers, on parlait des banquiers, il n'y a pas de responsabilité chez eux. Il y a un aveuglement total sur la réalité du monde, aucune connaissance de la géopolitique. Le monde aujourd'hui, on est finalement le village global de McLuhan, global et local à la fois, et un village furieusement chaotique. Je crois qu'il faut vraiment voir qu'on est une toute petite planète et que les interactions sont instantanées actuellement. Voilà. Alors là, donc, c'est quelque chose que l'on vit aujourd'hui, ce changement qui prendra peut-être plus de temps qu'on l'imagine. Hein. Les changements de civilisation, par exemple, ne se font pas comme ça en claquant des doigts. Il faut un certain temps pour que les choses se détruisent. Donc, c'est le chaos que vous estimez positif, effectivement, et puis jusqu'à la Renaissance. Mais comment vous le voyez, vous, justement, ce monde de demain, ce nouveau monde qui va naître des cendres de celui-ci, si cendres il y a, bien entendu, Thierry Hermann. Il naîtra certainement des cendres du 11 septembre. Qui est l'origine de tout. Hein, vous pensez effectivement que le point de départ de cette chute infernale, c'est le 11 septembre? Entre autres, on le voit d'un point de vue de la macroéconomique, mais surtout d'un point de vue de la géopolitique. J'emprunterai à mon vieux maître qui est mort, Baudrillard, c'est la merde tous les événements. Et je crois que vraiment à partir du 11 septembre, on a une déconstruction progressive de l'Amérique du Nord qui entraîne après l'Europe, qui entraîne tout ensemble de choses. Et aujourd'hui, on ne pourra rebâtir un monde qu'en se regardant tous ensemble, dans lequel on va être obligé de fusionner toutes ces parties du monde qu'on avait délaissées. Finalement, on s'est arrêté au 19e. On a un rapport encore très colonialiste. Souvenez-vous que quand même l'Amérique, et même l'Europe, disaient qu'ils allaient importer la démocratie au Proche et Moyen-Orient. Je m'interroge sur l'importation de cette démocratie 7 ans après. Donc je crois vraiment aujourd'hui qu'il faut avoir une vraie réflexion d'un gouvernement mondial, pas forcément à travers les institutions comme la FMI. Prenons des exemples. Dans Internet, on a construit l'ICANN depuis pratiquement 20 ans, qui est le gouvernement mondial de l'Internet. On fait peu de bruit, on agit de manière efficace. Ça se passe de manière coopérative, c'est une forme de mutualisation des ressources. Et c'est un gouvernement mondial qui ne fait pas de bruit, mais qui avance à vitesse grand V. Donc je pense qu'on n'est pas obligé d'être sous les feux de l'actualité pour bâtir un nouveau monde. Mais ce nouveau monde qui va se construire quand même, de toute façon. Il est déjà en construction. Le vieux monde est déjà en train de brûler. Avec quoi? Alors donc nous, les citoyens de base, j'allais dire, alors on va devenir quoi? Il faut, je pense, ouvrir son cœur, garder la même générosité. Mais peut-être est-il déjà ouvert. Il est peut-être ouvert, et je le crois. Il faut, je crois, avoir toujours, ne jamais désespérer de l'homme, même si on vit une époque tragique, elle est somptueuse, et pour paraphraser Reiser, il dit on vit une époque formidable. Ce que je dis très souvent quand on a nos réunions, on vit une époque formidable parce que c'est le champ de tous les possibles. Tragique,
mais en même temps formidable parce qu'on peut tout réinventer. C'est dans ces périodes-là où il y a des choses extraordinaires, même sur le plan de la littérature, sur le plan de l'art, sur le plan de toutes choses. On va peut-être accoucher d'un monde, et je suis persuadé, hein, je suis peut-être très pessimiste quant à l'avenir de l'optimisme, mais bon, il va se passer des choses extraordinaires, et ce, même cette année avant Noël, vous le verrez. Non. Si. Mais à l'échelle mondiale, donc. À l'échelle mondiale, mais vous allez voir des événements extraordinaires entre novembre et décembre. De quel ordre? Pratiquement d'ordre historique, tout simplement. Il va se passer un certain nombre d'éléments, je pense même avant la fin de l'année, on en discutait hier. Les Chinois vont envahir le monde Non, avant la fin de l'année, vous aurez de véritables révolutions sociales qui vont se créer. Il va se passer un certain nombre de choses qu'on n'aurait même pas pu concevoir ou imaginer. Donc une nouvelle manière de concevoir le monde, de concevoir l'organisation du monde, une nouvelle forme, j'allais dire, de capitalisme, qui était un petit peu débridée, on peut le dire, ces dernières années. Qui est en train d'être démembré très solidement, même quand on a Alain Greenspan, qui quand même s'effondre, ce vieil homme, qui a quand même été président de la Fed, Alain Greenspan, qui était le grand banquier, enfin le président de la Fed, qui effondré a dit « Je croyais tant à l'homme, qu'est-ce que vous avez fait ?» On a des mea culpa actuellement qui sont extraordinaires. Alors là, par contre, il y a la gestuelle. Regardez, bon, c'est toujours mon regard plasticien là-dedans, mais je n'y peux rien. On vit des instants hallucinants. Et si on prend un peu de recul avec des données historiques, des repères économiques, on s'aperçoit qu'on est en train d'exploser. C'est un soleil de minuit. D'accord, ça me dit pas ce qu'on va devenir véritablement. On va être des citoyens du monde. Il y aura toujours des riches, des pauvres, des moyens. Je pense qu'on va être des citoyens du monde. Des faibles. Il y aura toujours, parce que c'est le rapport hegelien, mais je pense que surtout, il y aura des inversions de puissance. Beaucoup de fortunes vont se défaire, ce sera une bonne chose. Et je pense que le courant, le pouvoir va être partagé. Pratiquement, on a eu une absence. Foucault n'avait pas tort quand il disait la fin de l'histoire quelque part. Après 89, la chute du mur de Berlin, on est devant un surcroît de puissance dans la puissance américaine. On décrit d'ailleurs, il y avait un livre de Baudrillard qui disait, au-delà du bien et du mal, on a une hyperpuissance de l'Empire. Et puis d'un seul coup, l'Empire explose en plein vol. Et aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des puissances distanciées. On sera dans un monde pluriel. Et c'est pas plus mal, quelque part. Regardez déjà les premiers essais, la Chine qui se rapproche de l'Europe, qui se rapproche de l'Amérique du Nord. Il faut réinventer, il faut refaire quelque chose. On va peut-être pas refaire Bretton Woods, mais on va faire quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on va avoir des accords, peut-être des accords de paix, peut-être des conflits. Regardez ce qui s'est passé entre la Russie et la Géorgie. Il y a une grille de lecture géopolitique qui dépasse très largement la simple Géorgie. Bon, il va falloir regarder bientôt l'Ukraine. Alors, vous connaissez sans doute le philosophe Yves Pacalet, qui s'exprime beaucoup avec notamment un livre qui a fait beaucoup de bruit, « Et l'humanité disparaîtra, bon débarras », vous l'avez sûrement lu. Et lui, sa grande crainte, parmi une multitude de craintes, parce qu'il est assez perplexe effectivement sur les capacités de la nature humaine et des êtres humains à réagir positivement face à des situations aussi difficiles que celle-là. Et lui, sa grosse crainte, en fait, c'est, encore une fois, comme l'être humain l'a toujours fait depuis l'aube des temps, pour régler la crise, on entre en guerre. C'est une possibilité. Il y a des zones de tension dans le monde entier. Il y a des zones de tension sur l'Iran, sur l'Afghanistan, sur le Pakistan, dans les tribus Pachtoun. On a 12 à 13 zones de tension très fortes dans le monde. Mais je pense quand même que l'homme a cette fabuleuse capacité, au soir pratiquement de sa vie, d'imaginer un meilleur. Au soir de sa vie ? Au soir de sa vie. Peut-être que l'Occident est au soir de sa vie. À l'Occident, d'accord. Oui. L'Occident. Mais je pense qu'on est capable de rebondir. Il va peut-être se passer des choses extraordinaires. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Voilà, vous en prenez note, Gilles. Oui. Ça, c'est le plasticien, l'homme d'affaires averti que vous êtes. C'est évidemment, quand je vous dis, mais qu'est-ce qui va se passer, les choses soient claires, je ne m'adresse pas à Madame Soleil. Je m'adresse aux spécialistes. La géopolitique, une de nos passions. Le groupe Serveur, en même temps, fait du risque payé. Il travaille beaucoup sur la géopolitique. Et une de mes passions, la géopolitique. Donc, la grille de lecture de la géopolitique actuelle, au temps présent, c'est-à-dire nous sommes fin octobre, début novembre, on a une grille qui va littéralement exploser. Et il faut suivre cette grille de très près et surtout imaginer qu'on est une petite planète aujourd'hui, un petit village. Dans un infini intersidéral, comme l'on dit. Et comment s'en sort le groupe Serveur, justement, dans ce contexte un petit peu difficile? Je disais là sur Internet, il y a un mois, au début du mois en tout cas, Artprice.com en l'occurrence, donc le leader mondial, je le rappelle, avait donc fait une petite baisse. Vous avez réussi à la maîtriser? Oui, tout à fait. Nous, de notre côté, nous sommes sur Internet. Justement, c'est ça qui est extraordinaire dans Internet. Je regardais un écrit du Monde en 91, je prévoyais qu'on serait 1 milliard sur Internet aux alentours de 2005. On a été en février 2005. Et là, on sera pratiquement 2 milliards sur Internet, horizon 2010. Il y a pratiquement chaque année 180 millions de gens qui nous rejoignent sur Internet, sans compter les gens qui changent de bande passante et qui vont vers le haut débit. Il va se passer des choses extraordinaires avec Internet. On n'est qu'au début là aussi. Nous-mêmes étant des pionniers d'Internet, les gens disent mais 21 ans après, vous êtes blasé Thierry. Eh bien non. Je crois qu'on n'est qu'au début de l'histoire d'Internet, c'est ce que disait Tim Berners-Lee, tous les grands fondateurs de l'Internet le reconnaissent. On a peut-être vu 4 ou 5% de ce que l'Internet va nous montrer. Voilà une vraie raison, par exemple, d'espérer.